Bon les amis, on y est à la conférence de presse de Pablo Longoria. Il a tout dit. Il a tout dit pendant cette conférence de presse. Il a abordé tous les sujets, que ce soit l'arbitrage, que ce soit les instances, le mercato. On va en parler ensemble les amis. Tout d'abord, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier. Voilà, donc la vidéo d'hier est différente. C'était un pré-shot de la conférence de presse. Je vous parlais des sujets qu'il allait sûrement aborder Pablo Longoria. Donc il n'a pas abordé tous les sujets puisqu'il n'a pas vraiment détaillé le mercato comme je l'ai détaillé hier. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier. Ça serait sympa pour la chaîne. Autre chose sympa pour la chaîne, n'hésitez pas à donner de la force avec l'abonnement, le like, le dislike si vous n'aimez pas, l'abonnement, donc je reviens à l'abonnement, la cloche et le partage. Les commentaires aussi, n'hésitez pas à réagir à toutes les questions que je vous pose. Et oui, très important. Alors les amis, on y va sur quoi? Sur l'introduction et on va voir ce que Longoria a dit pendant cette conférence de presse qui a duré plus d'1 heure, voire 1 heure et demie. Allez, on y va? Let's go! Et allez l'OM! Alors, avant de partir sur la conférence de presse, de faire un résumé, je vous ai vraiment noté ce qui était très important. Donc demain, donc ce jeudi, il y aura donc pas Pablo Longoria, mais plutôt Mehdi Benassia, notre directeur sportif ou futur directeur sportif, parce qu'il n'a pas encore signé. Il manque quelques détails, on va voir dans la réponse de Longoria tout à l'heure. Donc Mehdi Benassia qui passera du côté d'RMC Sport, du côté de l'émission L'After RMC, à partir de 21 h, donc ce jeudi, de 21 h à minuit. Et il éludera, il parlera de tous les sujets qu'on va aborder sûrement maintenant, comme le mercato. Donc demain, je vous ferai encore un petit résumé demain soir. J'essaierai de le faire demain soir ou alors je le ferai pour vendredi matin. Tenez-vous au courant et activez la cloche pour être prévenu de ce résumé-là. Alors, on envoie la sauce, les amis, avec Pablito Longoria qui commence par le bilan de cette pré-saison, de cette demi-saison pratiquement, 15 journées de Ligue 1. Donc, bonjour à tous, ou bonjour, comme il a dit, bonjour à tous. Si on se projette en juillet, nous dit Pablo, on s'était fixé l'objectif de la qualification en Ligue des Champions. Donc, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, le bilan pour le moment est de 2 points par match, avec 30 points en 15 rencontres. 2 points exactement. C'est dans les objectifs, je suis satisfait. Maintenant, on verra en fin de saison. C'est là qu'on fera vraiment le vrai bilan en fin de saison. Et oui, on verra si on est dans une place de Ligue des Champions. Si on n'y est pas, le bilan sera raté. On est négatif plutôt. On est dans une dynamique positive. C'est important de voyager comme on voyage aujourd'hui. Donc, il parle des matchs à l'extérieur. On est satisfait du travail du staff technique commandé par Roberto De Zerbi. On voit chaque semaine que les idées de jeu s'améliorent. Comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos que je vous ai faites. Et j'ai l'impression que le jeu s'améliore de jour en jour, de match en match. Que ce soit contre Lens, Monaco et contre Lille. Certes, on n'a pas gagné contre Lille. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de phases de jeu qui sont vraiment plaisante. Le résultat n'est pas là contre Lille, mais c'est une grosse équipe contre Lille et les résultats n'arrivent pas tout le temps, malgré le jeu prôné par De Zerbi qui est plutôt plaisant en ce moment, par phase. Je ne parle pas totalement, mais par phase, on voit de belles choses. Allez, on enchaîne les amis avec le projet sur 3 ans. Le projet sur 3 ans. Et qu'est-ce qu'il nous dit Pablo Longoria sur De Zerbi? On voulait construire un projet de 3 ans avec un entraîneur puissant, renommé et qui pouvait incarner le leadership qui manquait la saison dernière. Et la saison dernière, on parlait de leadership, le caractère, le mental, c'est ce qui manquait. Et ils ont pris du côté de l'OM un coach avec ce leadership né. La personne et ses valeurs sont ceux qui me rendent heureux, comme le coach lui-même, donc qui a des préceptes particuliers. C'est similaire au club et à la ville, c'est ce qu'il m'a plu le plus. Il partage l'ADN du club. Il partage les mêmes ADN que le club de l'OM, la ferveur, l'envie de créer quelque chose avec cette valeur du football qu'il a en lui. Et il pense football. Donc le projet sur 3 ans avec un coach particulier comme Roberto De Zerbi. Et on va voir d'autres personnes qui sont incorporées dans ce projet comme Mehdi Benassia. Donc Pablo Longoria nous a parlé de la nomination de Mehdi Benassia en tant que directeur sportif. On en parlera plus précisément dans le résumé de la vidéo de vendredi matin ou jeudi soir pour Benassia. Donc il ne manque que quelques détails encore à régler pour la nomination, pour nommer le directeur sportif qui sera Mehdi Benassia. Si on parle de stabilité, on a un des meilleurs dirigeants dans le football actuel. On doit être cohérent. Mehdi est à l'écoute, il cherche à s'améliorer, il demande des conseils, il est toujours à l'écoute, il est très curieux, il a des idées, il est jeune, il a de l'ambition, il est dans la nouvelle génération des dirigeants, nous dit Pablo. Comme dans beaucoup de clubs actuellement, on voit d'anciens capitaines devenir des dirigeants, il sait rentrer dans la tête des joueurs. Voilà, c'est un joueur, c'est une personne qui est encore jeune, il était joueur il n'y a pas si longtemps que ça,
donc il sait ce que c'est le football. C'est pas un vieux grabataire des 60-70 ans qui connaît l'ancien football. Donc là, c'est vraiment le vrai football actuel qu'il connaît et il peut rentrer dans la tête pour leur incorporer un petit peu son expérience à tous les joueurs. Voilà pour Mehdi Benassia, il va signer pour 2 années et demie, voilà, jusqu'en 2027, comme Roberto De Zerbi, comme Giovanni Rossi, comme d'autres personnes. On va voir, il nous détaille justement ce cycle de 3 ans avec, après une saison décevante comme la saison dernière, on a fait beaucoup d'analyses et d'autocritique. On a voulu démarrer, ou on veut démarrer, un nouveau cycle. Voilà, quand Franck McCourt est venu en juin, on a parlé d'un nouveau cycle sur 3 ans. On veut retrouver de la stabilité dont on a manqué ces dernières saisons. On veut lancer un cycle de 3 saisons avec un coach comme Roberto De Zerbi, avec Mehdi Benassia sur la partie sportive, qui fait un travail très important. L'identification du club au club avec des anciens joueurs dans l'organisation comme Fabrizio Ravanelli, qui travaille pour de la crédibilité en interne et en externe. C'est important d'avoir des figures aussi comme Giovanni Rossi, qui sera là pour accompagner le coach aussi. C'est le chef du staff, si on peut dire. On cherche à construire quelque chose de solide, de se projeter vers l'avenir. Voilà comment est construit, voilà, en résumant un petit peu ça vite fait par Pablo Longoria, qui nous résume ça assez rapidement. Le projet sur 3 ans, le cycle sur 3 ans, avec la tête sportive, la tête dans la direction, que ce soit lui ou Mehdi Benassia, et la tête aussi pour l'identification du club avec Ravanelli, et pourquoi pas de l'aide pour le coach avec Rossi. Voilà les amis, on parlera un petit peu après du centre de formation, mais voilà ce que ça concerne le cycle des 3 ans. Maintenant, on va partir sur quoi? Sur le mercato. On y va tout de suite les amis. Avant de partir sur le mercato, d'abord un petit point sur le financier, parce que c'est très important d'avoir de l'argent pour le mercato. Tout le monde est conscient que ça va être une saison en déficit. Et c'est très important d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. On doit trouver l'équilibre entre le déficit plus léger possible et les résultats sportifs. L'OM est un club structuré économiquement pour participer à la Ligue des Champions, nous précise Pablo Longoria. Donc si on participe tous les ans à la Ligue des Champions, le modèle économique sera plus sain. Pour nous, c'est nécessaire, donc pour l'OM, c'est nécessaire d'être en Ligue des Champions parce que l'OM est structuré comme un club de Ligue des Champions avec une grosse masse salariale. Certes, on l'a un petit peu réduit pour entrer dans les clous, mais avec une grosse masse salariale, des joueurs qui demandent à être en Ligue des Champions pour atteindre leur objectif personnel. Je remercie Franck McCourt d'avoir su prendre le risque parce qu'on sait qu'on sera en déficit, que c'est important de souligner que c'est lui, donc Franck McCourt, qui te donne la puissance de prendre un risque financier plutôt qu'un risque sportif. Donc on a été plutôt concentré sur prendre des risques financièrement, prendre des gros joueurs pour arriver à notre objectif sportivement parlant en arrivant en Ligue des Champions l'année prochaine pour avoir après le financier qui rattrapera la chose. Donc c'est un cycle qui se construit comme ça avec la confiance d'une personne importante comme Franck McCourt qui met l'argent, ou d'autres personnes si vous voulez, mais qui mettent l'argent, voilà, donc pour l'OM, comme ça on se concentre sur le sportif après pour construire un effectif de qualité qui arrivera pour nos objectifs. Donc pour les objectifs sportifs, maintenant parlons un petit peu du mercato. Et Pablo Longoria nous aborde le mercato. Donc tout ce qui est marqué donc, en jaune, en bleu, c'est très important. Donc il y a tout qui est important là-dedans, dans tout ce que je vais vous lire. Dans ce moment, nous dit Pablo Longoria, on est dans une dynamique positive, que ce soit sportive et peut-être financière. Pour l'instant, on est bien. Donc, on ne veut pas changer l'équilibre qui s'est créé dans l'équipe, surtout dans les dernières semaines. Donc là, c'est sportivement parlant. Un mercato, c'est une question d'opportunité. Il va y avoir du mouvement. Certains joueurs n'ont pas assez de minutes à leur goût. On a fait de gros investissements cet été. On doit être attentif à la gestion économique aussi, donc le financier. On va saisir des opportunités s'il y en a, mais en gardant l'équilibre du groupe. Donc, on ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs pour en rajouter et que ça déséquilibre un petit peu donc cet équilibre qui a été créé depuis certain temps. Donc on va prendre par petites touches. Donc s'il nous manque un défenseur central ou s'il nous manque un latéral droit comme on le cite depuis certaines semaines, eh ben on prendra un latéral droit ou un défenseur central. On ne prendra pas absolument un attaquant pour remplacer Wai qui est pas bien par exemple. Et on va en parler de Wai juste après justement. Allez, on enchaîne les amis et on enchaîne avec le mercato. Pablo Longoria sur la stratégie économique autour du mercato. Donc là, c'était le mercato, un petit résumé. Maintenant, la stratégie économique. Comment il va fonctionner pour mettre en place son mercato? Ça serait irresponsable de prendre un double risque économique en parlant de cet été et de cet hiver. Donc ça fait 2 fois. Est-ce qu'on va prendre encore le risque de se lancer dans de gros investissements? Le mercato a toujours une double ambition. Améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. On en a parlé juste avant. Une saison sans Coupe d'Europe,
comme cette année, c'est difficile économiquement. J'aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l'été. Donc on va pourquoi pas avoir quelques ventes. Mais ce n'est pas obligatoire comme il le précise derrière. Dans la stratégie, comme vous voyez en bleu là, j'aimerais vendre ici là. J'aimerais vendre avant d'acheter. Mais ce n'est pas un mécanisme obligatoire. Donc on va pourquoi pas avoir des ventes, mais pour l'instant ce n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas d'offre intéressante, par exemple, j'en parlais dans la vidéo d'hier, je vous mets le i juste en haut, et ben sur Meite par exemple, qu'on va parler juste après, s'il n'y a pas d'offre intéressante pour son départ, et ben il ne partira pas. Pareil pour d'autres joueurs, qu'on va parler juste après. On veut toujours le meilleur effectif possible. Les joueurs importants de l'équipe ne sont pas en vente. Ça, c'est très important de le dire. Les joueurs comme Greenwood, Højbjerg qui vient d'arriver, ou même les joueurs très importants dans l'effectif, Balerdi, qui vient de prolonger son contrat, ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de minutes, on est ouvert. Par contre, là, les joueurs qui ne jouent pas assez, je vais parler de Meite, on peut parler d'autres joueurs qui sont sur le banc, Amin Harit, j'en ai parlé hier, eh ben, ils sont probablement sur un départ. On peut penser à ça. Donc, n'oubliez pas cette phrase-là. Allez, on enchaîne les amis et on part sur les sujets précis de chaque joueur. Pablo Longoria sur la masse salariale. Oui, j'ai oublié d'aborder ça, mais on va en parler vite fait. Il n'y aura pas de départ de joueurs importants, je le redis, donc il reprécise la chose. Cette saison, on a beaucoup de réduit la masse salariale, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à la saison passée. Le projet dans les prochaines saisons est de rester très stable. Donc on ne va pas déboulonner tous nos joueurs qui sont importants dans notre effectif si on peut les garder pour notre masse salariale qui sera réduite. Eh ben, on va garder les joueurs qui sont importants. Voilà, donc ce qui veut dire Pablo Longoria. Allez, on enchaîne avec les joueurs et on y va tout de suite. Avant de partir sur les joueurs, oui, les joueurs. Les agents commencent à discuter avec Mehdi Benassia plutôt qu'avec moi. Pour quelle raison? Pour les joueurs qui manquent de temps de jeu. Donc, il y a des joueurs comme Amin Harit, comme je voulais citer Meite, ou comme d'autres qui sont sur le banc, qui n'ont pas de temps de jeu. Donc, c'est Mehdi Benassia qui va gérer cette chose-là. Et Pablo Longoria va s'intéresser aux instances ici et là. On va voir ça en fin de vidéo. J'ai un fichier Excel, donc ça m'a fait un petit peu, bon, pas sourire, mais un petit peu sourire, oui, qui me dit combien me coûte chaque minute de chaque joueur. Ce n'est pas la même chose pour un joueur de 30 ans de ne pas avoir du temps de jeu pour un joueur de 20 ans. Donc, il veut dire que chaque joueur a son propre cas. Par exemple, un joueur de 20 ans, s'il n'a pas de temps de jeu, il peut attendre. Voilà, c'est pas un joueur qui a prouvé dans sa carrière et qui doit vraiment absolument jouer pour prouver sa valeur et pour avoir son salaire qu'il mérite. Pour un joueur de 30 ans, c'est totalement différent. Il faut du temps de jeu. Voilà, pour qu'il prouve sa valeur et qu'il ait son salaire qu'il mérite. Allez, on enchaîne les amis. Justement, pour un joueur de 30 ans, voire plus, c'est monsieur Paul Pogba. Pablo Longoria nous parle de la rumeur Paul Pogba. Tout le monde me parle de Paul Pogba. Paul Pogba est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire. Je l'ai connu à la Juve, nous dit Pablo. J'étais le premier content de voir sa sanction réduite, donc je vous lis tout finalement. Mehdi Benassia aussi a une très bonne relation avec lui. On lui a envoyé, oui, on lui a envoyé des messages parce qu'on était content pour lui. Quand j'étais à la Juve, c'était une superstar. Il a fini 3e du Ballon d'Or et mes amis me demandaient beaucoup de choses et il m'a toujours aidé. Il n'y a pas de discussion avancée pour l'instant. Il n'y a pas de discussion avancée pour l'instant avec Paul Pogba, ni avec son agent, ni avec le clan Paul Pogba. Voilà, n'oublions pas qu'il a géré une affaire compliquée du côté de sa famille, avec son frère Mathias ici et là. Donc pour l'instant, pas de discussion avancée. On va faire un rendez-vous. On va faire un rendez-vous en interne cette semaine pour les objectifs du mercato général. Sur Paul, on doit l'analyser, d'accord. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous, par exemple Adrien Rabiot ou Højbjerg. Il n'y a pas de discussion avec Pogba. Pas de rendez-vous. Je ne ferme pas la porte. Mais ça crée beaucoup de spéculations. Ce sont surtout des rêves plutôt qu'une réalité dans le marché. Pour l'instant, c'est une opportunité intéressante de ce qu'il dit là. Donc, on va attendre de voir comment les semaines vont s'avancer, comment ça va se goupiller. Lui veut retourner en équipe de France, ça c'est mon avis. Et pourquoi pas avec Marseille. Et oui, parce que l'OM, vous savez que quand vous allez à l'OM, eh ben, vous avez pourquoi pas ce standing qui monte d'un coup et ce visu du côté de l'équipe de France qui suit plus précisément les joueurs qui jouent à l'OM plutôt qu'un joueur qui va à Nantes ou dans un club paumé de première ligue, par exemple. Voilà. Donc, pour Paul Pogba, pour l'instant, pas de discussion concrète, mais on y pense. Voilà, de ce qu'on peut penser, ils y pensent quand même en interne. Alors, on enchaîne avec Eli Wahi. Pablo Longoria qui nous parle d'Eli Wahi, il nous dit quoi? Un départ de Wahi, pour nous, c'est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d'Eli Wahi. Marseille n'attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c'est un des meilleurs jeunes attaquants d'Europe. Son temps va venir. On est tranquille. Il doit rester tranquille. Et j'ai confiance. Il va finir par s'imposer. Il a toutes les qualités pour s'imposer à l'OM. Selon Pablo Longoria,
On avait entendu la même chose, le même retour de Mehdi Benassia du côté des RMC il y a un mois à peu près. Donc on va voir ce que va dire Mehdi Benassia demain soir du côté de l'After RMC. Mais pour l'instant, l'OM a confiance aux joueurs. On vient de le recruter. Laissons-lui du temps. Moi, je suis d'accord pour lui laisser du temps. Dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé des départs probables qu'on citait à droite à gauche dans les médias. Il y avait Eli Wahi, il y a Lilian Brassier, il y a d'autres joueurs qui sont en temps de jeu manquants, comme Amin Harit, comme Bamo Maïté. Mais donc pour Eli Wahi et Lilian Brassier, qui sont deux domaines différents, je dirais qu'il y a quand même 90 à 95% de chances qu'il reste quand même à l'OM. Il faudrait qu'il y ait quand même une grosse dinguerie que Eli Wahi parte ou Lilian Brassier parte. Donc pour Eli Wahi, il veut rester à l'OM. Pablo Longoria le conforte. Voilà. Et derrière aussi, Mehdi Benassia l'a déjà conforté. Allez, on enchaîne avec un autre dossier, cette fois un peu plus épineux, c'est celui de Chancel Mbemba. Avec Chancel Mbemba, rien n'a changé, nous dit Pablo Longoria. Il a été appelé par le coach, par la direction, en connaissance de sa situation depuis le mois de juin. Le club a respecté tous les engagements légaux vis-à-vis du joueur. J'ai rien à dire sur le comportement du joueur dans sa situation qui est difficile, on est tous clairs dessus. Maintenant, il connaît sa situation, il connaissait sa situation, le club est très clair, ce joueur a un prix. S'il arrive à ce prix, on serait très content de trouver une solution bénéfique pour le joueur et le club. Mais le respect de l'institution, le plus important ici, c'est le plus important, le respect de l'institution. Donc s'il a manqué de respect à l'institution, je trouve ça normal qu'il soit écarté et finalement qu'il n'a pas du temps de jeu, c'est normal. Voilà, donc le joueur, on lui avait peut-être prévenu à l'avance. Si c'est le cas, je suis d'accord. Par contre, j'en avais parlé ce matin, hier, voilà, donc je vous ai donné mon avis et c'est vraiment le même avis. Par contre, s'il y a un départ probable, cet hiver, ça sera une petite somme. Il l'a dit dernièrement, Mehdi Benassia. Chancel Mbemba qu'il était pour un départ, si lui s'y retrouvait dans ce départ-là, en janvier je parle. Si c'est en juin, ça sera un départ libre. Voilà où nous en sommes pour Chancel Mbemba. On enchaîne avec un autre joueur, j'en ai parlé tout à l'heure, Bamo Maïté. Sur Bamo Maïté, Pablo Longoria nous dit quoi? Je ne vais pas commenter les décisions techniques d'un entraîneur dans le choix de Zerbi de ne pas le faire jouer. S'il ne le convainc pas à de Zerbi, il a tous les droits de ne pas le faire jouer. Bamo Maïté, il a eu un passé qui a été très compliqué avec des hauts et des bas. En tant que président, je tiens à dire qu'il a été exemplaire dans la réaction qu'il a eue dans son travail avec beaucoup de changements positifs. Oui, parce que quand il est revenu en août, il n'était pas bien physiquement, mentalement. Et apparemment, il aurait fait de gros efforts, alors mental et physique, pour revenir en forme. Là, actuellement, il est revenu en forme. Donc, pour son côté sportif, pour l'instant, il n'a pas de temps de jeu parce qu'il ne convainc pas le coach. Mais point de vue mental, caractériel et tout ce qui va, il est au top. Donc, il n'y a rien à dire sur son envie de venir jouer à l'OM. Donc, il y a juste le temps de jeu qu'il n'a pas pour l'instant avec De Zerbi. Est-ce qu'il va partir cet hiver? Moi, je vous ai donné mon avis dans la vidéo d'hier. N'hésitez pas à la consulter. Voilà où nous en sommes pour Bamo Maïté. Donc, on va voir s'il y a une offre qui va arriver sur la table. N'hésitez pas à me dire si vous voyez partir Bamo Maïté. On enchaîne maintenant avec Adrien Rabiot. Donc, l'avis de Pablo Longoria sur Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui a signé pour 2 ans, je vous rappelle, qui a c'est pas une clause, mais on va dire clause verbale, comme on dit, un gentleman agreement, c'est comme ça qu'on dit, comme quoi il partirait, pourquoi pas, libre, s'il a envie de partir libre dans 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Pablo Longoria? Adrien Rabiot, c'est une des personnes avec le plus de valeur humaine que j'ai croisées dans ma carrière. En juin, on verra ce qu'on se dit. Donc, en juin, on fera un petit point, un topo sur son cas. Donc, en juin, ça sera la moitié de son contrat. J'aimerais bien qu'il continue avec nous. Maintenant, il faut voir s'il est satisfait lui aussi. Si tous les joueurs, je vous lis tout finalement, si tous les joueurs étaient comme Adrien, on serait encore plus content qu'aujourd'hui. C'est quelqu'un d'extraordinaire sur le terrain et en dehors. Pour Adrien Rabiot, voilà où nous en sommes. Voilà, donc, on fera un point en juin. Et en plus, ça rime. Passons sur un autre joueur. Passons sur les jeunes joueurs qui ne jouent pas. Et oui, parce qu'en début de saison, quand Roberto De Zerbi arrive, on dit ouais, Roberto De Zerbi va lancer beaucoup de jeunes. Et pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de lancements de jeunes, mis à part dans les matchs de pré-saison. Dans les matchs de début de saison, on a vu justement Enzo Sternal contre Brest. C'est pour ça que je vous mets cette image-là. Mais maintenant, on ne les voit plus. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit Pablo Longoria sur cet investissement auprès des jeunes. Alors, ça concerne le centre de formation, mais aussi les jeunes qui émergent dans le groupe pro, comme Sternal, comme Bacola, comme d'autres joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour l'instant. Recruter des jeunes joueurs, c'était une volonté pour la pérennité du projet. Donc, on veut mettre des jeunes de qualité qui rentrent dans le groupe pro et pourquoi pas que ça nous fasse une manne financière. Pour nous, ces investissements sur des jeunes joueurs, c'était nécessaire. Il faut de la stabilité dans les résultats maintenant pour les lancer. Il faut protéger la valeur des différents joueurs sur lesquels tu as fait un investissement. Certains doivent se dire qu'ils ne jouent pas assez, c'est vrai.
On va analyser tous les dossiers de tous les jeunes, trouver les meilleures décisions pour tout le monde. Donc on va voir un petit peu s'il y aura peut-être des prêts cet hiver à venir pour Sternal, pour Bacola, peut-être pas, il est encore plus jeune, ou d'autres joueurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'un Sternal, un Abdallah, un Bacola, peu importe quel jeune du groupe, de l'effectif de l'OM, pro maintenant, parce qu'ils sont tous pros, c'est l'ami aussi, il a signé il n'y a pas longtemps, est-ce que vous pensez qu'ils devraient être prêtés? Donc là, c'est l'avis de Longoria et mon avis maintenant. Allez, maintenant, partons sur un autre domaine que le mercato. Partons, et on reviendra sur la fin, vous inquiétez pas. On va partir sur les supporters, avec les déplacements qui sont sanctionnés à chaque fois. Donc du côté de Saint-Etienne, du côté de Lyon, du côté de n'importe quel déplacement maintenant, tous les supporters olympiens sont à chaque fois sanctionnés. Il n'y a plus de supporters olympiens qui se déplacent à droite, à gauche en France. En Europe, on peut, mais en France, on ne peut pas. Donc c'est compliqué. Du côté de Longoria, qu'est-ce qu'il nous dit? Au Vélodrome, je tiens à remercier tout le monde. On est la 6e affluence européenne. J'en ai parlé hier d'ailleurs. Voir notre stade plein, c'est pour ça qu'on fait du football. Ça nous rend heureux. Maintenant, on va parler du point négatif. À l'extérieur, c'est comme avec l'arbitrage, je ne comprends pas. Et on va parler de l'arbitrage juste après, vous inquiétez pas. Dans beaucoup de décisions, c'est surprenant. Je vais toujours défendre mes supporters, nous dit Pablo. Chaque fois, on se bat, on conteste les interdictions pour permettre le déplacement dans de meilleures conditions. Le football, il est fait pour les supporters. Quand ils ne sont pas là, c'est un échec. Un échec de la société pour le football français. Je continue. On est proactif. Au club, on est proactif. C'est-à-dire qu'on s'intéresse avant qu'il y ait la sanction. On s'intéresse avant à nos supporters. On cherche à travailler avant chaque match pour que ça se fasse le mieux possible. Je ne comprends pas comment on n'est pas capable de trouver une solution à ces problématiques en 2024. Et c'est vrai que c'est compliqué. On voit à chaque fois des sanctions qui arrivent, surtout pour les supporters olympiens. Donc là, il tape du poing sur la table. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Pour l'instant, j'en ai pas l'impression. Donc on va voir dimanche. Normalement, il n'y a pas de supporters du côté de Geoffroy Guichard. Voilà, on verra à la reprise. Marseille-Le Havre, donc non, il y aura le stade qui sera plein. Mais pour le prochain match à l'extérieur, je ne sais plus c'est lequel en Ligue 1. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, j'enchaîne. Donc pour les supporters défendus par la direction. Et maintenant, partons sur les problèmes d'arbitrage. Donc on voit qu'il est vraiment renfermé. Là, il est un petit peu énervé. Il bout de l'intérieur. Pablo Longoria sur les problèmes d'arbitrage. L'arbitrage, c'est l'un des métiers les plus difficiles du football. Il faut le respecter, nous dit Pablo. Il faut respecter aussi la vie du club. Donc dans les deux domaines, il faut se respecter aussi. On a vu beaucoup de situations surprenantes pour nous. Il y a beaucoup d'incohérences. Hein. Et vous allez voir ce qu'il dit. On se sent défavorisé cette saison. Donc quand c'est en bleu, c'est plus important. Avec les décisions prises cette saison, donc j'en suis ici. Avec les décisions prises cette saison, mais aussi dans les autres matchs, il y a une grosse confusion sur l'arbitrage. Quand tu joues les Coupes d'Europe, tu comprends parfaitement le type d'arbitrage que tu vas avoir. Ici, donc en Ligue 1, je ne comprends pas la façon de laquelle on va être arbitré. On ne comprend pas la tendance pendant un match. Tu te retrouves avec des arbitrages totalement différents d'un match à l'autre. Même dans le fil d'un seul match, par exemple contre Lille, pendant le match, les contacts sont acceptés sur Neil Maupay qui prend des contacts à volo par Diakité qui n'aurait pas dû finir le match. Puis finalement, pas accepté en fin de match. Donc là, il ne dit pas en fin de match, mais pas accepté en fin de match. L'utilisation de la VAR change d'un week-end à l'autre aussi. Il faut avoir plus de cohérence dans l'arbitrage. On ne comprend pas. Il n'y a pas une ligne directrice, je crois qu'on dit, qui est vraiment régulière. C'est un coup c'est bon, l'arbitrage. Voilà, donc il y a tout qui est bon. Et un coup, c'est vraiment pas bon. Voilà, la VAR qui n'existe plus. Par exemple, pour le penalty sur Højbjerg. Par exemple, certains vont dire il n'y a pas penalty, il est en de la surface, mais ouvrez les yeux, il est dans la surface et il y a penalty tous les jours. Voilà. Je ne suis pas content des décisions de la commission de discipline, il rajoute. Tous nos dirigeants sont sanctionnés, moi le premier, contre Angers par exemple. Il l'a dit, donc Pablo Longoria, à l'arbitre. Tu n'as pas le niveau, tu subis trop la pression, my friend, mon ami. Calmement, il lui a dit calmement. Et il a été sanctionné. On est les seuls à être sanctionnés du côté de la direction olympienne, c'est vrai. Alors que j'entends d'autres dirigeants, comme les Parisiens, on s'en souvient, le Portugais, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Pourquoi je ne l'accepte pas? Ouais, il faut que tout le monde sache exactement comment tu vas être arbitré, comment tu vas être sanctionné. On est la 14e équipe qui faisait le moins de fautes en Europe, mais celle qui recevait le plus de cartons rouges. J'ai tout rajouté là. En ce moment, je ne comprends rien. C'est pour ça qu'on a pris Frank Schneider comme consultant, un ancien arbitre qui est venu donner des conseils auprès de la direction marseillaise. Maintenant, c'est compliqué d'être arbitre et j'en profite pour dire que les menaces, ça ne doit jamais se produire, c'est important. Donc il a tenu à dire que les menaces, ça n'a pas lieu d'être. Et je suis d'accord avec lui pour les menaces. Par contre, les insultes, ça sort tout seul. Voilà, quand on est énervé, ça sort tout seul. Voilà pour l'arbitrage. Et derrière, il rajoute, est-ce que l'OM dérange? Est-ce que l'OM dérange?
Pablo Longoria sur le traitement arbitral en général et est-ce que l'OM dérange vraiment? Si je pensais que l'OM dérangeait, la seule solution serait de partir. Je ne considère pas qu'on dérange, mais on provoque beaucoup de sentiments et on est fier de ça. L'OM est clivant. L'OM, c'est le club qui fait parler le plus en France. Voilà, c'est pas les Parisiens de merde. Ah pardon, excusez-moi, mais c'est sorti tout seul. C'est pas les Parisiens, voilà, c'est plutôt l'OM. Voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je vous décris à chaque fois. Quand vous allez dans la ville de Marseille, vous voyez tous les Marseillais qui parlent de football. Quand vous allez à Paris, il n'y a personne qui parle de football. Voilà, ils parlent de tcha. Voilà, donc ça c'est en général et c'est même dans toute la France. Donc l'OM fait parler. On est fiers d'être cette équipe rebelle. Ça fait partie de la ville aussi. Et derrière, je précise encore, je dis aussi quand c'est bien. À Nantes, l'arbitre est allé parler normalement avec Fabrizio, je l'ai dit. L'arrogance par contre, la façon de parler sans écouter, d'être autoritaire, je ne suis pas d'accord. On fait tous le même sport, les arbitres. Monsieur Vatelier, monsieur Delageau, monsieur je sais plus qui. Voilà, donc pour l'arbitrage, on termine. Maintenant, partons sur d'autres tensions auprès du club, au sein du club avec la direction qui a voulu changer, voilà, donc voulu tirer tous dans le même sens, que ce soit au centre de formation ou que ce soit dans l'équipe 2, dirigée par Jean-Pierre Papin. Un club de football, ça demande de l'unité. Le dialogue est important, mais quand une décision est prise, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Donc ça, c'était pour le centre de formation et pour Jean-Pierre Papin. Il y a eu des changements dans le centre de formation. On est très content de l'arrivée de Titou Asni. On veut une grosse unité. D'un enfant de 6 ans qui arrive au club jusqu'aux joueurs les plus anciens de l'effectif, que tout le monde partage la même vision. Parfois ce n'est pas facile, mais c'est important en tant que président de prendre ces décisions. Jean-Pierre Papin, on est content de son travail avec la Pro 2. C'est vrai qu'il y a eu des tensions en interne. On a voulu faire des changements, on a voulu un petit peu lui prendre les joueurs et ne pas lui donner un effectif total, et c'est ce qui a posé problème. Voilà, c'est pas vraiment Zarak le problème. L'objectif de la Pro 2 est clair, préparer les joueurs à jouer au niveau professionnel, avec des adultes, ce qui n'est pas pareil qu'en U17 ou U19, c'est ça l'objectif. Donc ce qui veut dire Pablo Longoria, c'est que l'A2, l'équipe 2, sert vraiment d'équipe 2. Vraiment de lancement pour les jeunes ou pour les moins jeunes, hein, ceux qui ont peut-être 23, 24 ans et qui confirment en équipe 2 et ils seront peut-être lancés dans l'effectif pro. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Papin en avait peut-être marre de voir ces jeunes partir du côté de l'effectif pro et des joueurs qu'il voulait avoir pour son effectif au total. Donc c'est peut-être ça le terme vraiment, le sujet de tension qu'il y a eu du côté de Jean-Pierre Papin et la réserve. Allez, je continue maintenant, partons sur un autre sujet et partons sur la présence d'un psychologue. Donc là, on est sur la fin de vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas arrivés jusque-là, c'est pour ça que je parle de ça maintenant. Roberto De Zerbi était très ouvert à la venue d'un psychologue, à cette possibilité. On l'a vu avec le stage à Malmort, ça fait du bien d'avoir un petit peu cette cohésion qui s'est créée ici et là. Marseille, c'est une ambiance qui amène beaucoup de pression, positive ou négative. Avec une cellule de psychologie à l'intérieur du club, ça permet d'avoir plus de contrôle auprès des joueurs. La santé mentale des joueurs est très importante. Donc pour un petit peu apaiser cette pression-là dans le contexte marseillais, voilà, qu'on cite à chaque fois, pour des joueurs comme Brassier, comme Eli Wahi, comme d'autres encore, d'avoir un psychologue qui leur parle un petit peu, qui leur un petit peu apaise leur tension, leur pression qu'ils ont en eux, et ben ça permet d'alléger les choses et pourquoi pas de les libérer, sportivement parlant. Voilà, donc peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Donc je continue, le psychologue, et on continue pour avoir du poids dans les instances. Donc j'en parlais tout à l'heure, donc Pablo Longoria qui délègue beaucoup à Mehdi Benassia et qui veut s'investir dans beaucoup de discussions qui vont structurer le monde du football. C'est important, il nous dit, il y a beaucoup de défis comme le calendrier des matchs, la bonne santé des joueurs, la problématique des droits TV qui est très importante l'été dernier, le développement de notre championnat aussi et du club aussi. J'investis beaucoup de temps dans tout ça, c'est important de participer pour chercher à améliorer. On s'était fixé comme objectif au club d'avoir plus de poids dans les instances. Et c'est lui qui va se lancer là-dedans. Ceci est, et qui s'est lancé depuis un très long moment même. C'est important de garder de la présence ici à Marseille et de rester concentré sur le développement du club dans l'international, je rajoute. Voilà pour les instances et on termine pour un dossier qui était en début de saison, c'est celui du loft. Je l'aborde en dernier et pour terminer cette vidéo-là, Pablo Longoria nous dit quoi sur le loft? Le loft, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises au club. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer quoi? La culture à l'intérieur du club, la mentalité. Après une saison décevante où il s'est passé beaucoup de choses, on n'était pas conscient où était l'autorité et quel comportement était acceptable ou non. Sincèrement, on a pris cette décision avec le soutien de Franck McCourt. C'est un risque financier. Parce qu'un joueur, dans cette situation, perd de la valeur, on le sait. Mais
Ce que tu gagnes, c'est de mettre en place de la discipline et de la clarté, que chacun sache où est le pouvoir. C'était nécessaire pour changer la dynamique de la saison dernière. Donc vraiment instaurer quelque chose de sérieux au club. Un nouveau cycle de 3 ans, un nouveau cycle, une nouvelle mentalité, une nouvelle culture au club. Ulysse Garcia, par exemple, il donne un exemple. Il a eu un comportement exemplaire tout l'été et ça lui a permis de réintégrer le groupe pro. Même s'il y a d'autres domaines, par exemple avec la blessure de Merlin. C'est pour ça peut-être qu'il a intégré. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'offres qui ont satisfait le club. Et oui, c'est un joueur international suisse qui a joué la Ligue des Champions. On n'allait pas accepter la première offre. Si tu travailles bien, il y a toujours une deuxième chance, nous dit Pablo Longoria. Après son but contre Lyon, il a envoyé un message à Ali Zarak pour le remercier comment il avait traité pendant l'été. Je crois que ça te fait voir la classe du joueur. Pour moi, c'est un des exemples. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce débrief du résumé de la conférence de presse de Pablo Longoria qui a duré plus d'1h30. Je vous l'ai faite même pas en une demi-heure, si une demi-heure pile. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc peut-être en fin de soirée, ou peut-être demain matin, ou peut-être demain soir, pour le passage de Mehdi Benassia. N'oubliez pas, du côté de l'After RMC, à partir de 21h ce jeudi. Donc Mehdi Benassia apparaîtra du côté de l'After RMC. Donc n'hésitez pas à me donner de la force en fin de vidéo pour ceux qui sont arrivés là. Merci encore à vous. N'hésitez pas à me donner le mot de passe. Donc le mot de passe, c'est After RMC. Tiens, voilà par exemple. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de mercredi. Et vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.